Bonjour à tous, Loïc Damelet, photographe, plongeur et télépilote. Je suis spécialisé dans la documentation des vestiges archéologiques. Autodidacte, j'ai découvert la photographie au cours d'un voyage en 1979 et je me suis retrouvé dans cette aventure un peu par inadvertance. En 1989, les archéologues languedociens du Centre de documentation archéologique de Lattes, une équipe du CNRS, me forment à la photographie en archéologie. Et en 2001, je rejoins le Centre Camille Jullian. Donc, le Centre Camille Jullian est un laboratoire qui conduit des recherches d'archéologie et d'histoire ancienne sur le pourtour de la Méditerranée et en Afrique du Nord, pour les périodes allant de la protohistoire jusqu'à la fin de l'Antiquité. Cette unité mixte de recherche de Aix-Marseille Université, du CNRS et du ministère de la Culture est hébergée à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence. Alors, mon métier consiste à documenter les gisements archéologiques autour de la Méditerranée pour nourrir les problématiques de la recherche et conserver la mémoire des vestiges du passé. Mes compétences spécifiques sont liées à la production, au traitement et à la diffusion de l'image pour des contextes fragiles et peu accessibles, les sites archéologiques et les monuments antiques. Je conçois les scénarios nécessaires à l'enregistrement de l'information sur les opérations de terrain, sur terre, en mer, en montagne et en haute montagne. Je collabore avec les chercheurs du Centre Camille Jullian et avec nos partenaires dans le cadre de programmes de recherche de mon laboratoire, en participant à des missions pour les institutions archéologiques régionales, nationales, internationales ou avec les musées dans le cadre de conventions de recherche. Donc ici, 2 photos prises au musée archéologique de Syracuse pour un programme du Centre Camille Jullian. Une autre photo prise au musée de Delphes pour un programme sur la sculpture grecque. Et puis une dernière photo au musée de Narbonne. Je vais vous présenter ici 4 catalogues d'exposition. Des catalogues d'exposition qui se présentent sous différentes formes. Ici, vous voyez l'Atara, à la table des Gaulois. Donc, j'ai été formé à l'archéologie dans l'équipe de Lattes, alors dirigée par M. Bariol et auprès de Michel Py, Dominique Garcia, plein d'archéologues, des archéologues de terrain qui m'ont appris mon métier. Et lorsque le conservateur du musée de Lattes, Lionel Pernet, m'a confié la réalisation des photos pour l'illustration du catalogue « Les objets racontent la Tara », j'ai sauté sur l'occasion. Je retrouvais un site que j'avais quitté depuis quelques années, depuis exactement 15 années. Voilà. Donc j'ai eu carte blanche pour la réalisation des photos du catalogue qui ressemble un peu à un livre de photos. Carte blanche m'a aussi été donnée par Franck Sumera, conservateur en chef au service régional de l'archéologie à Aix-en-Provence, pour photographier une partie du matériel issu de la fouille d'un sanctuaire gaulois, fouille qu'il a menée sur la cime de la Tournerie, dans le Mercantour. Donc sur cette diapo, je présente des photos qui illustrent le catalogue « Les objets racontent la Tara ». Il s'agit de matériel restauré qui n'est vraiment pas évident à mettre en valeur. Intrinsèquement, chaque objet n'est pas franchement photogénique. L'idée ici a été de faire des ensembles cohérents et fonctionnels pour restituer les scènes de la vie quotidienne dans la ville antique de la Tara, avec par exemple la métallurgie, avec la boucherie, la découpe de la viande, l'habillement des parures, ou la fabrication de cordes en chanvre à l'aide de bois de serre. Il s'agissait de mettre en valeur des objets du quotidien. Ce parti pris donne finalement une certaine identité à l'ensemble des photos des objets qui racontent réellement la vie des gens dans cette ville de la Tara, qui est une grande ville méditerranéenne
au VIe siècle, Ve siècle avant Jésus-Christ. L'identité visuelle véhiculée par les photos du catalogue à la table des Gaulois s'impose par sa sobriété. Le matériel, issu lui aussi de la Restauration, est essentiellement constitué par des objets en bronze. Du matériel rare et ici encore peu photogénique, qui est mis en valeur par un fond neutre et une lumière relativement douce. La patine du métal, quand elle est présente, permet de révéler plein de choses. Et c'est ça qui est utilisé ici. Bon. Alors là, c'est une autre histoire avec ce troisième catalogue qui date de 2019, un catalogue du Louvre, réalisé sous la direction de Alexandre Baralis et en partenariat avec le Centre Camille Jullian, sur les pas des archéologues Apollonia-Dupont. Nous sommes dans un petit village de pêcheurs situé dans le golfe de Burgas, en Bulgarie. Depuis quelques années, Sozopol se transforme de façon très anarchique en cité balnéaire, comme on a pu connaître ça sur la côte française dans les années 60. Dans l'Antiquité, c'est une des plus importantes villes grecques de la mer Noire, Apollonia-Dupont, et le matériel issu des fouilles de sauvetage est plutôt bien conservé et abondant. Quand je parle de fouilles de sauvetage, je devrais dire plutôt pillage organisé par des promoteurs, parce que les archéologues bulgares sont plutôt malmenés. Toujours est-il que le musée de la ville regorge de céramiques grecques à figure rouge ou noire, très bien conservées. Les objets sont dans un état de conservation donc remarquable, et pour en restituer graphiquement une image, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon bien organiser d'un point de vue technique un plan de travail. Dernier exemple de catalogue, avec un âge d'or du marbre paru en 2022 et réalisé sous la direction de Jean-Luc Martinez et d'Hélène Aurigny, une collaboration avec l'École française d'Athènes, le Centre Camille Jullian et le Louvre. Le site de Delphes est magnifique et les éléments de sculpture à photographier ne le sont pas moins. Ici, la difficulté réside dans la finesse et la subtilité du travail des sculpteurs qui font la démonstration de leur savoir-faire sur le sanctuaire. Finesse à restituer impérativement sur les photographies. L'exiguïté des lieux ne collait pas bien avec la complexité des éclairages à mettre en œuvre pour restituer les plus fins détails des sculptures. Un dispositif de prise de vue confortable aurait nécessité plus d'espace, mais voilà, le photographe doit s'adapter au terrain et c'est un peu une constante dans notre métier, faire avec ce qu'on a et ramener de l'information. Alors je change de sujet, on reste sur l'archéologie. Un autre exemple de l'implication du photographe dans le cadre des axes de recherche du laboratoire, le projet Protis. Le projet Protis est un programme d'archéologie expérimentale mené par une partie de l'équipe des archéologues navals du Centre Camille Jullian, Patrice Paumet, Sabrina Marlier et Pierre Poveda. Cette expérimentation a permis la construction d'un navire qui date de la fondation de Marseille. Mes collègues Christine Durand, Philippe Groscot et moi-même, nous avons souhaité raconter l'histoire du projet Protis porté par Patrice Paumet au travers d'un livre de photographie. Cette note photographique, tel un carnet de bord, retrace cette aventure scientifique hors norme de la reconstitution d'un petit corailleur baptisé Gyptis, selon les techniques de l'époque. Il s'agit d'une réplique navigante à l'échelle 1 d'un bateau grec archaïque et dont les vestiges, nommés JV9, ont été retrouvés lors de la fouille de Jules Verne, fouille menée derrière la mairie de Marseille à partir de 1993 par les archéologues du Centre Camille Jullian. Sur les photos présentées ici, on peut voir une partie des étapes de la construction du navire, depuis le choix des arbres en forêt,
pour fabriquer les différentes pièces du bateau jusqu'à la finalisation du navire, prêt pour la navigation. Donc le bateau a navigué entre la rade de Toulon et la rade de Marseille. Ces phases de navigation expérimentale, au plus proche des conditions antiques, ont permis d'évaluer les qualités nautiques du gyptis et ainsi de mieux appréhender les techniques de navigation alors en usage. Le terrain constitue le cœur de mon activité et concentre la plus grande partie de mon travail. La fouille est par essence une activité destructrice. Elle ne peut donc se poursuivre que lorsque l'information révélée par l'archéologue est parfaitement enregistrée, de façon systématique, couche après couche, jusqu'au substrat naturel. La phase documentaire, au travers de la photographie, est essentielle pour le bon déroulement d'un chantier archéologique. Cette phase documentaire va ensuite nourrir la production des collègues archéologues pour le bon déroulement d'un... Pardon, nourrir la production des collègues archéologues pour l'analyse des vestiges. Excusez-moi, je m'embrouillais. Je passe à l'archéologie subaquatique, qui est une des spécialités historiques du Centre Camille Jullian. Antoine Chénet, Philippe Folliot et Gérard Réveillac, nos 3 collègues photographes maintenant à la retraite, se lancent dans l'aventure sous-marine. Ils ont validé les compétences pour travailler sous l'eau et se sont spécialisés dans la photographie subaquatique. Ils participent à la fouille de la Madrague de Gien, qui débute en 1972 sous la direction de Patrice Paumet et d'André Tcharnia, fouille qui durera une dizaine d'années. Cette fouille correspond au moment où les archéologues deviennent plongeurs pour intervenir directement sur leurs opérations. Ils ne sont plus obligés de passer par l'intermédiaire d'un plongeur non archéologue pour explorer les vestiges. Les archéologues vont faire la fouille du gisement archéologique eux-mêmes et développer les protocoles spécifiques pour réaliser l'exploration des vestiges subaquatiques en s'appuyant sur des méthodes scientifiques. Donc avec l'épave de la Madrague de Gien, la photographie n'est plus un simple témoignage, elle devient une technique très complète avec la création d'une illustration très abondante. Cette façon de travailler, avec la création d'une illustration qui se veut la plus exhaustive possible, va s'imposer sur les fouilles. La photographie devient une documentation indispensable à la recherche archéologique, notamment avec la mise en œuvre du relevé photogrammétrique, technique lourde et laborieuse à installer sous l'eau avec des appareils photo argentiques. Les couples stéréophotographiques réalisés, obtenus, permettaient de restituer une image en relief au travers d'un appareil appelé le restituteur. Bon, malgré la lourdeur du dispositif, cette technique de relevé systématique serait utilisée pour faire un relevé très précis de l'épave de la Madrague de Gien. Aujourd'hui, le CCJ dispose d'un service plongée mis en place par Laurent Borel, qui est architecte au Centre Camille Jullian, et tous les archéologues spécialistes de la fouille subaquatique, les architectes, les céramologues, les photographes, les topographes, etc., tout le monde, tous les acteurs de la fouille sont classés. C'est-à-dire que toute l'équipe a validé les compétences de plongeurs professionnels pour pouvoir intervenir sur les chantiers en milieu hyperbare. Nous sommes tous titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, le CAH, avec différentes mentions et différentes classes selon les besoins et selon les spécialités des uns ou des autres. Le laboratoire aujourd'hui dispose de toutes les compétences pour travailler sous l'eau et mener une fouille. L'équipe des plongeurs intervient sur les épaves et les installations portuaires en mer, Méditerranée ou en rivière, qui entrent dans le champ des programmes de recherche du Centre Camille Jullian. Et le rôle du photographe est central au sein de cette chaîne opératoire pour la mise en place des dispositifs de captation d'images à partir desquels s'effectue la restitution graphique de ces contextes fragiles et peu accessibles, en 2D et en 3D. Peu accessibles parce que le temps d'immersion est totalement dépendant du volume d'air que le plongeur emporte dans sa bouteille.
Ici, nous sommes sur l'épave de Parzin, sur l'îlot d'Ilovik, en Croatie, dans le cadre du programme Adribot, dirigé par Giulia Boeto, la directrice du Centre Camille Julien. La photographie constitue, de retour à terre ou au bureau, un témoignage essentiel des diverses étapes suivies par la fouille et une documentation incontournable du chantier et du travail de l'équipe. On sort de l'eau. C'est en 2013 que je développe une nouvelle compétence au sein du Centre Camille Julien, la photographie aérienne depuis un drone. Avec la mise au point d'un multi-rotor radiocommandé équipé d'un capteur numérique embarqué. La contrainte était simple. Installer sur la nacelle un appareil photo numérique de qualité satisfaisante pour photographier depuis un drone, avec un retour vidéo pour cadrer correctement et obtenir des photos qui soient exploitables. Alexandre Baralis a accepté de financer pour moitié la construction de l'engin dans le cadre de son programme sur la mer Noire, un programme conjoint Centre Camille Julien, Musée du Louvre. Les premières expérimentations sur le terrain se sont déroulées sur le chantier de Messarité à Sozopol, en Bulgarie. Malgré les nombreux problèmes techniques rencontrés sur le terrain, liés à la mise au point de l'engin, nous avons obtenu des résultats excellents, avec notamment la réalisation, pour la première fois, de photos de terrain basse altitude de très bonne qualité, pour réaliser des panoramiques, des photos zénithales ou des orthophotos. Les résultats spectaculaires ouvrent de nouveaux champs d'application qui aujourd'hui s'imposent par leur efficacité sur le terrain. Voilà, donc la première orthophoto que j'aurais réalisée sur le terrain à l'aide de ce type d'engin. Avant, il fallait 2 heures pour couvrir le terrain dans son ensemble. À partir du moment où un drone circule tout seul dans les airs, en 20 minutes, le travail est fait et il est de très bonne qualité. Donc l'idée de photographier à l'interface terre-eau apparaît immédiatement et globalement, le drone s'adapte aussi aux milieux spécifiques et difficiles d'accès pour la prospection et l'étude des vestiges, comme dans un contexte de montagne, de haute montagne, etc. Le drone sera de toutes les aventures à partir de là. Donc un chantier archéologique subaquatique sur lequel le drone a été très important. Le chantier sous-marin de Boussouya, qui est issu du programme de recherche L'Istrie et la mer, dirigé par Marie-Brigitte Carr. Il s'agit d'un vivier qui se trouve au milieu d'une petite baie dans la partie nord de la Croatie, en Istrie. Il datait du 1er siècle avant notre ère et appartenait certainement à une villa maritime toute proche, la villa Mosaïque. Une grande partie de la structure de ce vivier, ensevelie sous les sédiments marins, présente un état de conservation remarquable. C'est un espace fragile parce que très exposé à l'activité touristique, mais aussi soumis aux tempêtes qui peuvent être très violentes en Adriatique. Cette interface terre-mer est aussi une zone qui cumule à la fois les contraintes de la fouille terrestre, parce qu'il n'y a que très peu d'eau, et de la fouille subaquatique, parce que l'archéologie travaille malgré tout en immersion. Donc ces contraintes techniques ne facilitent pas la documentation des vestiges, et le pédalo, équipé d'une échelle, fait partie des dispositifs mis en œuvre pour photographier les vestiges vus d'en haut. L'embarcation est peu stable, mais s'avère très efficace pour réaliser une documentation photo. Et en complément des photos mi-air, mi-eau sont réalisées directement dans l'eau. Donc là, on voit un bassin qui n'a pas été dégagé des sédiments, et puis le bassin dégagé, avec un plongeur qui s'occupe d'enlever tout ce qui traîne au milieu. La photogrammétrie par corrélation dense de points, à l'aide d'un caisson sous-marin équipé d'un appareil photographique numérique, est un autre dispositif qui permet de générer de la documentation, avec la création d'un nuage de points à partir des photos,
un logiciel adapté pour modéliser le terrain va assembler l'ensemble de ces images pour en restituer un nuage de points. La qualité et la précision de ce nuage sont directement liées à la qualité de l'acquisition des données, en l'occurrence la qualité des photos prises sur la structure lors de la phase de documentation. Une photo prise depuis un drone présente le paysage avec au milieu de la baie le chantier bien visible. La photo permet de contextualiser le site dans son environnement. Une autre vue depuis le drone focalise notre attention sur le chantier lui-même avec le support surface en appui au travail des plongeurs. Et puis Guillaume Chapelain, architecte à l'Institut de recherche sur l'architecture antique, l'IRA, propose une restitution au travers d'une aquarelle et propose donc un regard différent ou une vision d'architecte sur les vestiges dégagés. Ces 4 images précisent visuellement le contexte et permettent de se faire une idée de la situation du vivier dans son environnement. Ici, clairement, en complément de la photogrammétrie, le drone s'est avéré indispensable dans la palette d'outils à disposition du photographe pour rendre compte du terrain. L'intérêt, c'est que sa mise en œuvre ne prend que quelques minutes et il peut être déployé au bon moment, quand la lumière est bonne, quand les conditions sont rassemblées pour réaliser un travail de qualité. Alors, depuis un drone, on va pouvoir réaliser une photo extrêmement rapidement, la photo qui est en bas à droite. La mer est calme, l'eau, la turbidité de l'eau est correcte. On envoie le drone, on fait une photo, on voit un mur effondré. La photo sur fond blanc, c'est une image issue d'une photogrammétrie, c'est une orthophoto. Et en fait, pour réaliser ce même document, eh bien, c'est au moins 2 heures de plongée, plus de 300 photos, et ensuite un travail de moulinage dans un logiciel de photogrammétrie. Les 2 images semblent les mêmes, et pour autant, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Dans un cas, on a une cartographie de la réalité. Dans l'autre, on a une perspective conique issue d'une optique classique d'un appareil photo. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. On atteint les limites de la photographie par drone assez rapidement. Je trouvais cette image assez amusante. Mais lorsque les conditions sont réunies pour photographier depuis un drone sous l'eau, c'est-à-dire l'étale, soit une marée haute, soit une marée basse. À ce moment-là, il n'y a plus de vaguelettes. Et ensuite, la bascule des vents terre-mer, eh bien, on peut obtenir un miroir. Et à ce moment-là, on va photographier les vestiges sous l'eau depuis un drone en effaçant l'eau naturellement. On voit bien la différence entre l'image en bas à gauche et l'image en bas à droite, qui sont quasiment les mêmes points de vue. Dans un cas, on voit, dans l'autre, on ne voit rien. Voilà, donc la photo classique avec un boîtier à la main, sous l'eau ou non, reste malgré tout un dispositif incontournable pour rendre compte des vestiges archéologiques, pour peu que le photographe soit par chance au bon endroit et au bon moment. En l'occurrence, j'ai bénéficié ici de conditions assez miraculeuses, puisque l'eau était claire, ce qui est très rare. D'ordinaire, on voit à peu près à 50 cm. Et la lumière d'un ciel orageux a permis d'avoir cette chaleur et cette intensité dans la photo. Alors, sur les photos présentées dans cette diapo, nous voyons donc l'épave romaine de Debeljac, qui se situe dans la réserve de Kamenjak, en Istrie, en Croatie. Cette épave a été fouillée dans le cadre du programme Adribot, Navire et navigation en Adriatique oriental et dans l'Antiquité, qui est un programme donc dirigé par Giulia Boeto. En regard d'une vue aérienne réalisée au travers de l'eau, comme vu précédemment, on a une photogrammétrie. Et je ne vais pas revenir sur la différence entre les deux, mais dans un cas, on a une photo réalisée en 2 minutes. Dans l'autre cas, on a une
un document réalisé sur 1 ou 2 plongées, c'est-à-dire entre 1 heure, 2 heures, voire 3 heures de temps. Alors, les rapports d'échelle. Alors, la photo vue du drone avec la coque du bateau, c'est la photo que l'on voit ici. C'est un détail. On va pouvoir lire les étiquettes qui ont été posées sur les membrures par les archéologues. On voit les punaises, on voit les fils de fer qui permettent de mettre en valeur les éléments d'architecture de la coque. Et en même temps, en parallèle, on va pouvoir photographier le paysage et contextualiser l'épave dans la baie. Rapport de grossissement que nous permet le drone. Bon, une dernière image, un petit port en Croatie, un petit port de pêche avec une digue que l'on peut observer, qu'on avait cherché à observer, mais qui avait été très difficile à appréhender, une digue d'époque romaine. Le drone nous a permis d'aller chercher ce vestige et d'en rapporter des images d'une grande précision. Ici, un vivier, un autre vivier. Hop là, pardon. Je suis perdu. Voilà, un vivier, photographié encore une fois en Croatie. On peut observer la tranchée réalisée lors d'une fouille pour essayer de comprendre comment les Romains fabriquaient ces élevages de poissons. Bon, je passe. Le chantier école de l'île Sainte-Marguerite à Cannes. Donc, chaque année, nous encadrons des masters 1 et 2 pour leur apprendre à travailler sur le terrain. Le manque d'eau ne permet pas de visualiser correctement les vestiges, par manque de recul essentiellement, donc ce qui est très compliqué pour interpréter les vestiges. En bas à droite, on voit des pieux, un amas de pieux. On a eu du mal à comprendre pourquoi ils étaient là. Un matin, donc, j'envoie un drone et j'ai photographié l'ensemble de la fouille. Et puis le drone est descendu jusqu'à focaliser l'attention sur les pieux. Et à ce moment-là, on a vu que les pieux en fait formaient un angle, l'angle d'une structure qui est partiellement dégagée puisqu'on voit la berme en haut. Le reste des pieux se situe sous les sédiments qui n'ont pas été déplacés. Donc l'apport du drone ici, encore une fois, est important pour comprendre ce qui se passe dans des zones où on a très peu d'eau. Un même point de vue, le même lieu, et on se rend compte que les images ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Parce que sur l'eau, on a toujours des vaguelettes. Et le fait d'avoir des vaguelettes pose question, est-ce qu'il est possible de réaliser une photogrammétrie depuis un drone de vestiges sous-marins? La question se pose. Alors on peut obtenir des bons résultats si on regarde par au-dessus, mais pour les élévations, ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que les rayons lumineux réfractés par le milieu modifient la perspective, donc la photo, n'est pas la même. Si la photo n'est pas la même, si les points ne sont pas placés de la même façon sur la dalle qui enregistre l'information, on pourra théoriquement rien faire. C'est à nuancer. Je passe. Voilà, on arrive sur une nouvelle fouille. La fouille sous-marine du site archéologique d'Olbia, à Hyères, dans le Var, un chantier qui est dirigé par Laurent Borel et Alex Sabastia, un chantier qui a bénéficié du soutien financier de ARPAMED. L'objectif de la fouille était de réaliser une photogrammétrie sous-marine des vestiges pour créer un modèle tridimensionnel des enrochements immergés à une échelle millimétrique et tenter de mettre en relation les deux facettes d'Olbia, Olbia terrestre et Olbia sous-marine. Les vestiges immergés
ne sont pas visibles depuis la plage. On voit des kitesurfers, on voit la mer, on voit des vagues, mais on n'imagine pas que dessous, il peut y avoir des choses. Vu depuis le ciel, avec des conditions météo favorables, on voit clairement l'amas des blocs antiques au premier plan et la chaussée encore en place qui file vers la plage. Dans le fond de l'image, donc le site terrestre avec les vestiges qui viennent mourir sur la plage. Une vue que l'on n'avait jamais pu réaliser avant l'utilisation des drones. Alors les vues aériennes que nous propose Google Maps ou BD Ortho-IGN sont trop peu définies pour être utiles. Donc la difficulté du repérage des structures en mer a nécessité l'utilisation d'un drone pour réaliser une photomosaïque du site, une sorte de restitution cartographique des vestiges archéologiques sur une surface d'à peu près 4 hectares. Donc on n'est pas sur une ortho-image, mais on est sur une photomosaïque, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir prendre de mesures. Par contre, on peut construire une cartographie suffisamment précise pour les interventions des plongeurs. Donc ici, on peut observer une photogrammétrie réalisée, elle, sous l'eau, en regard de la photomosaïque réalisée avec un drone, ce qui permet de planifier et de visualiser les secteurs d'intervention pour les plongeurs. Alors nous avons rencontré des difficultés pour réaliser ces interventions avec les drones, difficultés qui sont liées à la présence de la base d'aéronautique navale, la BAN, d'Hyères-le-Palivestre. Le problème, c'est que le site archéologique, le point rouge, sur la vue d'avion en bas à gauche, se trouve pile sur la trajectoire de la piste principale de la BAN, située à 2 km. Donc la zone de fouille se trouve dans ce que l'on appelle une no-fly zone, c'est-à-dire une zone interdite de vol. Il a été nécessaire de monter un dossier un peu compliqué pour obtenir de la part des militaires et des autorités civiles l'accord de faire voler des drones dans un espace aérien très fréquenté, tant par des hélicoptères de l'armée que par de gros porteurs civils qui évoluent à moins de 50 mètres au-dessus de notre tête et voire 10 mètres pour les hélicoptères. Fouille terrestre. Ici, un site exceptionnel et inaccessible, la fouille de la Senatio Rotunda sur le Palatin, à l'angle nord-est de la Vigna Barberini. Fouille menée par Françoise Villedieu à Rome, donc, et dont la publication des résultats est parue en 2021. À l'issue de la fouille, il s'est avéré nécessaire de modéliser un escalier de service, trouvé en l'état, qui devait mener au mécanisme de la salle à manger tournante du palais de Néron. Donc l'ambiance de l'escalier hélicoïdal de la Senatio Rotunda, inscrit dans un pilier d'à peu près 4 mètres de large sur plus de 17 mètres de hauteur, s'apparente aujourd'hui à celle d'une cavité souterraine avec l'absence de lumière, une grande fraîcheur, une très forte humidité ambiante. Donc cette énorme tour de plan circulaire a été enfouie sous le sol de la terrasse flavienne qui lui a succédé. Déjà les égaux des empereurs, hein. Ça n'a pas changé aujourd'hui. On est faire table rase du passé. L'escalier donc file vers le bas de la structure, et la lumière du jour qui rentre au niveau du palier d'arrivée décline très rapidement, et au bout de quelques marches, le noir devient absolu, et la descente se fait à tâtons. Donc, à cela, il faut ajouter l'étroitesse des marches, une soixantaine de centimètres de largeur, qui implique un cheminement au travers d'un boyau exigu et difficile à appréhender avec un appareil photo. Donc la réalisation des prises de vue photographiques nécessaires à la photogrammétrie présente quelques contraintes, un espace restreint, noir profond, l'humidité, la fraîcheur, pendant que le Palatin est surchauffé pendant la période estivale. Le cahier des charges en termes de résolution des fichiers images pour la photogrammétrie était extrêmement strict. Nathalie André, l'architecte de l'IRA, souhaitait une résolution finale qui permette d'observer les joints qui lient les briques les unes aux autres sur tout l'ensemble de la structure, afin de pouvoir mener une étude architecturale des vestiges directement sur le modèle photogrammétrique. Donc le dispositif de captation des données numériques devait permettre la réalisation d'un nuage de points avec un maillage extrêmement fin, un pixel pour 2 mm sur le terrain, afin d'élaborer les outils d'analyse et de mesure nécessaires
à l'étude du monument dans ses détails les plus fins. Cette modélisation a été conçue pour l'étude scientifique et le modèle obtenu a servi de support à l'étude des vestiges et à la réalisation des illustrations de la publication des résultats. L'ensemble des plans et des coupes de la publication de la Senatio Rotunda ont été réalisés à partir de modèles 3D avec le logiciel Cloud Compare et ensuite retravaillés graphiquement avec AutoCAD. Aucun relevé n'a été fait sur le terrain. Seules les vérifications sont réalisées sur place dans un second temps. La modélisation a été déclinée dans une version adaptée pour le grand public pour une visite en immersion virtuelle. Cette campagne photogrammétrique du Palatin a nourri un programme scientifique mené par l'Institut de recherche sur l'archéologie antique et le CCJ pour réfléchir à l'accumulation des données qui sont générées par la virtualisation des monuments d'une part et pour réfléchir à la valorisation du patrimoine architectural d'autre part. Un autre programme de recherche, toujours dans le même esprit mais plus proche de nous, cette fois-ci on n'est plus en 2016, GLANOM, programme donc de recherche interdisciplinaire vers un atlas 3D dynamique du site archéologique de GLANOM qui associe les sciences de l'informatique et les SHS. Il s'agit d'un programme de recherche exploratoire ici. C'est-à-dire que le modèle numérique de terrain est réalisé sur le site archéologique de GLANOM à l'échelle millimétrique et produit sans connaître exactement toutes les façons dont il pourra être utilisé dans le futur. Parce qu'une fois terminé, ce jumeau numérique du site archéologique ou facsimilé doit permettre aux chercheurs de poser un nouveau regard sur les vestiges et cette nouvelle vision proposée devrait générer de nouveaux comportements de la part des archéologues pour produire une analyse scientifique. Donc l'ébauche d'une telle expérimentation a déjà été initiée avec la Senatio Rotunda. Et Pierre Dras, chercheur au LIS, donc le laboratoire d'informatique et systèmes de Marseille, a développé une application qui permet à l'architecte, muni d'un pointeur laser et d'un casque de réalité virtuelle, d'annoter directement le modèle, d'interroger les codes, de prendre des niveaux, etc. Différents éléments de mesure sur le bâtiment romain qui facilitent la lecture et l'analyse des vestiges. À terme, la création de jumeaux numériques pour un travail immersif pourrait permettre aux archéologues de naviguer à l'aide de casques de réalité virtuelle à la recherche de blocs d'architecture éparpillés sur le terrain pour les classer, les organiser, pour les réaffecter à leur place originelle. Et en fait, l'un des enjeux de ce programme de recherche exploratoire vise à produire une matière nécessaire pour tester les applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée, de deep learning, etc., des outils à développer en fonction des besoins de l'architecte ou des archéologues. Donc, le travail sur le site de GLANOM a généré plus de 12 téras de données, plus de 200 000 photos, à une multi-échelle. Voilà. Et, utilisation du drone pour l'échelle urbaine, acquisition terrestre, bon, etc. C'est à mon sens le dernier avatar du travail du photographe qui, à partir d'un outil totalement maîtrisable, un appareil photo numérique, enregistre de la donnée au kilomètre. Ici, on ne parle plus de photos, mais on parle de fichiers numériques. Et cette idée était totalement inconcevable au début des années 2000, date à partir de laquelle les dispositifs de production de photos numériques s'imposent et supplantent l'argentique. Voilà, conclusion donc. Je termine là-dessus. Depuis le 19e siècle, les photographes se promènent sur les sites archéologiques et en rapportent des photos. Aujourd'hui, cette tradition se poursuit avec la mise en œuvre de méthodes et de dispositifs photographiques pour documenter le terrain, toujours avec le souci d'adaptation au contexte particulier et selon un cahier des charges précis. Et les photographes du CCJ parcourent les sites archéologiques et les musées des pays du pourtour méditerranéen, se déplacent d'une opération de fouille terrestre à un chantier subaquatique pour garder la mémoire des vestiges du passé. Voilà, donc regard vivant d'une recherche en cours d'élaboration, le photographe reste un observateur privilégié auprès de l'archéologue.
Il nourrit la production scientifique en même temps que notre imaginaire vis-à-vis des gisements archéologiques. Et l'évolution des technologies ne change pas grand-chose au fait que le regard, eh bien, la qualité du regard prime pour documenter l'archéologie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'espère que tous ces avatars techniques n'auront pas été trop emmerdants pour tout le monde.